Quoi qu'il en soit, on va commencer la troisième session et la dernière session de cette journée avec notamment 3 présentations. Une présentation de Gassim Silla, une présentation que je vais faire sur le Policy Brief, une présentation de Frédéric Lemarcy et on finira sur une synthèse générale, une discussion finale pour que chacun puisse un peu participer à la fin. Voilà, donc on va essayer de respecter le temps pour que ne pas trop dépasser. Frédéric, c'est bon, on m'entend bien? Oui. Bon, ben, parfait. Très bien. Et ben, dans ce cas, je laisse la parole à Gassim Silla, qui va nous faire une présentation sur ce que la Covid-19 fait aux relations sociales. Okay, merci beaucoup. Je suis parti d'une relation intime à la révélation ici des enjeux sociaux de la pandémie de Covid-19 dans la société guinéenne. Il s'agit ici d'un texte que j'ai rédigé lors d'un concours d'écriture qui a été lancé par l'Harmattan Guinée sur la Covid-19. J'ai rédigé ici une réalité sur la maladie, le décès et l'enterrement de ma grand-mère paternelle. Je rappelle, la décision de relater et d'écrire ce récit est venue un peu plus tard, le décès de ma grand-mère. Sinon, je n'avais jamais pensé à écrire sur un aspect social touchant à l'intimité de ma famille. Mais partant de l'expérience vécue, mais aussi du contexte actuel de Covid-19 qui affecte plusieurs familles, il semble utile à partager. Une seconde. Je ne passe pas tout. C'est rien, c'est juste que je... Là, tu peux refaire avec ça directement. Tu peux prendre ça. Ok. Je m'excuse. Depuis plusieurs mois, la société guinéenne observait avec inquiétude l'évolution de la pandémie de Covid-19 à travers le monde entier. Le premier cas a été détecté le 12 mars 2020, qui fut ici une expatriée européenne qui travaille dans les institutions de l'Union européenne. Après la détection de ce premier cas, il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le président de la République le 26 mars 2020. Ces mesures de l'état d'urgence sanitaire étaient reposées ici sur la fermeture des lieux de culte, limitation des nombres de personnes dans les transports, également la fermeture aussi des frontières terrestres, etc. Maintenant, nous sommes en phase d'une contamination communautaire. Depuis le début de l'épidémie et maintenant, on dénombre 13 143 cas confirmés d'après l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Au début de cette épidémie ou de cette pandémie de Covid-19, l'opinion populaire considérait que la Covid-19 ne concerne que les étrangers ou les voyageurs dans les pays européens ou asiatiques. Par contre, il y avait aussi, c'était signalé que les personnes ayant des comorbidités ou les personnes les plus âgées étaient aussi beaucoup plus exposées au risque. Mes grands-parents, c'est-à-dire mon grand-père âgé de 85 ans, ma grand-mère âgée de 65 ans, tous diabétiques, avaient peur. Ils étaient d'ailleurs chaque fois appelés par mes parents qui vivent dans les pays du Nord pour les mettre en garde contre ici le risque de la COVID-19. Et automatiquement, mes grands-parents sont partis acheter ici des kits d'hygiène pour les installer dans la cour. Mon grand-père, ayant des notoriétés dans le quartier, reçoit à chaque fois à la maison des visiteurs.
Au début, ils se mettaient à filtrer et poussaient ici ces différents visiteurs à se laver les mains avant d'avoir accès de la maison. Parmi ces visiteurs, certains plaisantaient et commentaient en disant ceci: hélas, j'ai fini de laver les mains, où se trouve à manger. D'autres aussi, pour rassurer mon grand-père, se permettaient à dire: n'ayez pas peur, hélas, cette maladie ne tue pas les Noirs, elle ne tue que les Blancs. D'autres encore, pour commenter, ils disaient ceci: notre tour c'était Ebola, il a passé, maintenant c'est celui des Blancs. La COVID-19 a eu des impacts négatifs sur les relations sociales. Ici, la COVID a transformé non seulement la nature des relations au sein de l'espace domestique, mais aussi à l'extérieur de la maisonnée. Sa gestion ne s'est pas limitée non seulement à la mise en place de ces mesures strictes, inhabituelles, elle s'est traduite également par l'interdiction des déplacements jugés ici comme inutiles. Mes tantes, mes cousines, mes cousins et moi, on a été tous interdits de recevoir des visiteurs à la maison, mais on a aussi été interdits de se déplacer de façon inutile, partir rencontrer des amis dans les quartiers. La mise en cause de l'expression de l'affection entre les malades et leurs proches. Quand quelqu'un tombe malade dans la société guinéenne, à l'instar de plusieurs autres sociétés africaines, il est attendu que les proches soient à côté pour lui manifester de l'amour et de l'affection. Et puis, ces deux valeurs ici sont traduites, se manifestent par les visites rendues, les plats posés à côté, c'est-à-dire les toussements de la tête, le ventre, etc. Mais encore, la relation ici entre les grands-parents et les petits-fils dans la société guinéenne, à l'instar des autres sociétés, de plusieurs autres sociétés africaines, est caractérisée ici par de l'affection et de l'amour. Et ma relation avec ma grand-mère ne déroge pas vraiment à cette règle. J'ai développé une très grande relation avec ma grand-mère. Mais quand elle est tombée malade, au nom de la gestion ici des risques de COVID-19, j'ai essayé d'établir ici une certaine distance pour ne pas vraiment contracter la COVID-19 parce que je la soupçonnais d'être positive de la COVID. Ma grand-mère est tombée malade le 21 avril, comme je viens de le dire tout à l'heure. Elle est décédée le 29 avril 2020. À 2 heures du matin, on est venu me réveiller pour m'annoncer son décès. On l'a accompagné à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin qui est venu l'occulter, qui est venu le diagnostiquer, pour nous dire que vraiment qu'elle est malade, elle a dit ceci: ah, les enfants viennent de faire un dépôt. Et là, le retour à la maison, on a essayé de communiquer, d'informer les proches, les voisins, les parents. Comme d'habitude, dans la société guinéenne, quand quelqu'un tombe malade, c'est tout le quartier ou bien c'est tout le village qui se divise. Tout le monde est là. Mais quand on a ici informé les proches et les parents par rapport au décès de la grand-mère, nous avons automatiquement observé et constaté la peur dans les demandes ou bien dans les questions qui ont été posées. D'aucuns ont dit: était-elle malade? Avait-elle effectué le test Covid? C'est vraiment ces questionnements-là qu'on recevait avant de nous promettre ici leur présence pendant les cérémonies funéraires. Le lendemain, quand on s'est présenté à l'hôpital pour être en possession du corps de ma grand-mère, il nous a été aussi demandé par le personnel sanitaire d'effectuer ici le test post-mortem, ce qui a été d'ailleurs réalisé par les agents de la Croix-Rouge. Mais l'attention qu'on a prêtée vraiment à la circonstance a été ici une source d'inquiétude pour nous tous. Et d'ailleurs, quand on est revenu à la maison, après avoir réalisé le texte, les parents, les proches, les voisins qui étaient venus sont tous répartis. Il y a eu peu de personnes qui sont restées à la maison, ce qui n'est pas coutume dans nos sociétés. Et une voisine a dit ceci, après l'obtention du résultat qui était négatif. Une voisine a dit: Gassi, j'avais trop peur. Si le test était positif, nous aurions tous contracté le coronavirus et nous serions tous partis à Donka pour suivre des traitements. J'avais trop peur et c'est pourquoi je me suis
abstenu de venir chez vous pendant toute la journée d'hier, ce qui a été dit par une voisine. Et après cette phase de test post-mortem, on est rentré dans la phase de l'enterrement. Le lendemain, on est venu à l'hôpital nombreux pour non seulement prier sur le corps de ma grand-mère, mais aussi de l'accompagner au cimetière. Mais il nous a été interdit par le personnel sanitaire en me disant que vraiment l'attroupement serait ici favorable à la diffusion virale. Et là, il n'y a eu que une quinzaine de personnes, c'est-à-dire mon grand-père et certains de ses collègues, qui ont pu accompagner ma grand-mère au cimetière. Moi, personnellement, je n'ai pas été, et jusqu'à présent, je me sens fautif de ne pas accompagner ma grand-mère au cimetière. Arrivé à la maison, pour manifester ici son mécontentement, un oncle a dit ceci. Face de qu'on ne décède pas à l'heure actuelle, les funérailles des grandes personnalités sont organisées comme celles des nourrissons. Ici, quand ici le corps humain est infecté par un virus dangereux, c'est tout le corps social qui sera affecté et bouleversé. Le social se traduit ici par l'interaction entre les individus, les coalitions, les unions, mais parfois aussi des conflits. Il se manifeste par l'orientation ici communautaire, solidaire, hospitalière, altruiste, mais aussi mobilise les uns envers les autres. Elle se manifeste parfois par endroits de manière saillante, lorsque surtout les individus font face à certains phénomènes sociaux, par exemple ici, des funérailles. Les funérailles sont considérées dans la société africaine, notamment la société guinéenne, comme un facteur de renforcement des liens sociaux, de retrouvailles et de représentation de la surface sociale. Pourquoi? Parce que pendant les funérailles, les parents ou bien les proches qui viennent raffermissent les liens, non seulement les liens de solidarité, non seulement autour du défunt, mais aussi autour de la famille du défunt. Les funérailles ont été également ici considérées comme des drames sociaux. Des drames sociaux, pourquoi? Parce que pendant les cérémonies funèbres, les relations, les alliances, les conflits sont rendus visibles, résolus pour certains et distendus pour d'autres. Cependant, la COVID-19 a impacté ici la manifestation de toutes ces séries de manifestations, sociales. Les funérailles ont été rendues silencieuses. Les familles n'ont pas été impliquées du tout. Et là, de rester sans accompagner ici un parent dans nos communautés, c'est comme si vraiment, cela est considéré comme une source de malédiction ou bien de malheur non seulement pour le défunt, mais aussi pour les vivants. À ce niveau, on constate des réalités. La réalité des agents de riposte qui met en valeur ici le risque, qui met à l'écart ici les familles au nom de la gestion des risques, et les familles ici qui veulent vraiment accompagner leurs proches jusqu'à la mise en terre, afin ici de mettre à côté les risques de Covid, les risques épidémiques. Ce qui a été d'ailleurs développé beaucoup plus par Sylvain Faye dans son article c'est l'un de ses articles sur l'épidémie Ebola. En Guinée, une personne décédée est une personne assoiffée. Car ce sont des personnes qui sont douées ici d'une capacité d'action sur les vivants. Cela a été beaucoup plus développé ici, c'est les communautés animistes, ce qui a été décrit ici par Omar Sy dans son article, il traitait les corps comme des fagots. Ici, c'est des personnes vraiment qui rentrent dans un processus d'ancestralisation. Mais à part ici de ces communautés animistes, il y a aussi des communautés islamisées. Ils ne font pas recours ici à l'ancestralisation, mais plutôt ils traitent des corps des défunts ici comme étant quelque chose, un objet d'affection et d'amour. Pour conclure, je me permets de vous dire que la COVID-19 a impacté lourdement les interactions entre les personnes, mais aussi l'expression de l'amour et de l'affection qui est mise entre les malades et leurs proches.
Bien sûr, la gestion du risque infectieux impose des restrictions, mais par contre, les reconnaissances des conséquences sociales de l'épidémie et l'écoute ici attentive de la souffrance qu'elle génère sont une condition primordiale à la collaboration active et pertinente des populations aux mesures de prévention. Je vous remercie. Ce que je voudrais, je détiens ici la copie de mon texte. Ce sont les relations, les informations, les références qui sont là devant vous. Si vous voulez, je vais vous partager, je le détiens. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Yassine. Nous allons passer maintenant à la question. Est-ce que vous avez des remarques, des questions autres dans la salle ou en ligne? Moi, j'en ai une. Moi, ce que je trouve vraiment, on a déjà un petit peu discuté, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est vraiment la différence de vision entre les familles qui sont dans l'émotion, qui sont dans l'accompagnement aux défunts, qui sont dans un drame très important, et les médecins ou le personnel soignant ou même le personnel de riposte de façon plus générale, qui est vraiment dans une logique très épidémiologique, médicale, etc. Et par exemple, je trouve ça vraiment à la fois intéressant, mais aussi un peu dramatique, que les médecins, pour annoncer un décès, on lui dise on vient de faire un dépôt, comme si c'était une chose ou un corps, mais voilà, sans prendre vraiment en compte la souffrance de la famille. Okay. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est revenu dans les présentations qu'on a faites avant. C'est est-ce que le fait de ne pas accompagner les familles de la part des soignants et du personnel de la riposte, est-ce que c'est parce que vraiment on ne les prend pas en compte dans la logique de riposte, ou est-ce que aussi il y a la question que les médecins et les soignants en Guinée ou ailleurs ne sont peut-être pas forcément formés dans un accompagnement psychologique, ou en tout cas ça ne n'apparaît pas important dans une logique d'urgence? C'est une grande question. C'est la question. Du coup, non, ma question, c'est c'est que c'est vrai que si on dit que la maladie de Covid-19, c'est une maladie des voyageurs et aussi des personnes âgées, on a eu beaucoup de personnes âgées jusqu'à présent qui continuent, sauf qu'il y a un relâchement et des personnes d'un certain âge continuent à observer beaucoup, ils ont beaucoup peur que les autres. Est-ce que davantage mettre ça un peu plus et décrire le travail, comment ça a été ressenti? Parce que la présentation ne peut pas laisser le temps de développer cette sphère. Moi, je disais qu'en fait, c'est vraiment de l'obéir un peu plus sur la façon dont les personnes âgées, vues de l'intérieur, et qui est aussi global, beaucoup peur, tu sais. Et j'observe que ces personnes continuent en tout cas à observer les gestes barrières, plus que les autres catégories. Parce que la peur a quelque chose qui prend conscience en fait de risque. Donc la population générale a relâché complètement les gestes barrières. Qu'en pensez-vous? Okay. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par répondre aussi à la question qui m'a été posée par ma collègue Fanny. Fanny, par rapport au comportement ici du personnel sanitaire, moi je me permets de dire que vraiment c'est des gens qui n'ont pas été préparés par rapport à cette situation. Parce que quelqu'un qui est dans les douleurs, il ne faut vraiment pas l'annoncer comme ça, la mort de sa parente ou bien de son parent. Il faut vraiment passer par autre manière pour l'informer. Je pense que ça peut être ici un manque de formation à cette. OK, ce qui concerne ici la question qui a été posée par le professeur Moustapha Keita Diop. Ici, je sais que les parents, les personnes les plus âgées ont beaucoup plus peur parce que
Il a été dit au début que vraiment les personnes les plus âgées sont beaucoup plus exposées au risque de contracter la COVID que les personnes les moins âgées. C'est un peu ça. Merci. Il y a une question du chat. Merci Gassim Silla pour ce cas d'étude passionnant. Selon vous, Ebola et la Covid ont-elles le monopole de l'impact en profondeur des relations sociales? Qu'en est-il durant les épidémies auxquelles la Guinée est entre guillemets habituée? Et l'auteur précise, la question précise, la rougeole, le choléra, l'assa, la typhoïde, affectent-elles aussi dans une certaine mesure les relations sociales et les relations à la personne malade? Okay. D'abord, on peut comparer ici les conséquences qui ont été engendrées par la maladie à virus Ebola et la COVID-19. Parce qu'au départ, personne, dans la société guinéenne quand même, personne ne savait, ne connaissait ici la COVID-19. Vous voyez un peu? Maintenant, on pensait tous que parce que la Guinée venait de sortir dans les traumatismes d'Ebola, quand il y a eu la COVID-19, on a automatiquement fait ici des copier-coller. Tout le monde a pensé ici des mêmes traumatismes, des mêmes conséquences entre la COVID-19, entre Ebola et la COVID-19. Et maintenant, au fur et à mesure que vraiment il y a eu, on a eu des connaissances, des nouvelles connaissances, on s'est rendu compte vraiment il y a létalité, taux de létalité, il y a la différence. Ça fait vraiment qu'ils n'ont plus les mêmes poids sur les communautés. Sinon, au début de l'épidémie en Guinée, on pensait que vraiment c'est des maladies qui ont les mêmes conséquences sur la population. Merci. Moi, j'aimerais faire un commentaire en 3 points. D'abord, ce que je trouve intéressant dans ta proposition, c'est qu'en fait, tu appelles à une articulation des risques. Il ne s'agit pas d'opposer le risque social en disant les gens ont peur de ne pas bien enterrer leur mort et donc ça met à mal les dispositifs de prévention. Il ne faut pas opposer ça avec une logique épidémiologique où, au fond, on dirait qu'il y a un seul risque à gérer et le reste, on s'en fiche. Ce à quoi tu nous appelles, c'est articuler, à faire en sorte que les dispositifs qu'on met en place, qu'on avait appelés sans doute un peu rapidement pendant Ebola, les enterrements dignes et sécurisés, en fait, il faut définir ensemble et réfléchir ensemble pour produire des modalités d'accompagner les mourants qui articulent la gestion du risque social lié au décès avec le risque épidémiologique. Et c'est un travail qui reste à faire et qui m'amène à mon deuxième point, qui est la question de la capitalisation dont on a parlé ce matin. On dit, qu'est-ce qu'on a capitalisé d'Ebola? On se rappelle pendant Ebola toutes les discussions, tous les travaux, tous les commentaires qui avaient été faits sur l'enterrement. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est qu'on enterre encore sans prendre la mesure de la nécessité de cette articulation des différents risques. Donc la question qu'on doit se poser pour l'après-Covid, et j'ai un peu honte de parler comme ça parce qu'en fait, on parle comme ça à chaque fois, on dit ça ne sera plus jamais pareil, et pourtant à chaque fois, on retrouve que les mêmes questions reviennent sur le tapis et qu'on n'a pas pris la mesure que dans la préparation, il faut penser aussi cette préparation à l'action communautaire et à la collaboration avec la communauté pour articuler les risques. Et le troisième point que j'ai envie de faire, c'est celui d'une forme de double invisibilisation du Covid. On a vu simplement, parce que le nombre de cas est finalement assez faible, que l'expérience que nous rapporte Gassim est une expérience finalement assez limitée sur l'ensemble de la population de Conakry, parce qu'il y a peu de cas de Covid. Et cette invisibilité qui est liée à la réalité épidémiologique, elle est doublée par le fait que la question des décès communautaires est complètement oblitérée par le discours officiel et qu'on ne parle que de décès à l'hôpital, on ne parle que des 70 décès morts à l'hôpital, et on fait comme si ces décès communautaires n'avaient jamais existé. Et là encore, ça pose vraiment la question de comment faire pour impliquer la communauté si on ne prend pas la communauté comme un acteur agissant et pensant et en mesure de recevoir une information et de développer des pratiques au regard du savoir qu'on lui transmet. Et c'est vraiment, je pense, un des points importants à souligner dans la gestion non communautaire en fait, de cette épidémie en Guinée. Alors vous me direz, c'est pas trop grave puisqu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais c'est vraiment une leçon pour demain, parce
si on ne change pas nos manières de faire, on va au-devant de gros problèmes si on se retrouve devant une épidémie qui serait plus proche de celle qu'on a connue pendant Ebola. Commentaire ? Il n'y avait pas de question, mais je t'invite à commenter quand on peut. Ok, merci pour les différentes questions qui ont été posées. Et encore merci pour l'attention prêtée à ma présentation. Et je remercie professeur Lemarcy pour le commentaire qu'il vient de faire sur certains passages que moi j'ai développés ou qui étaient aussi limités dans ma présentation parce que vraiment il s'agissait de diapos. Je ne voulais pas vraiment prendre du temps pour rentrer au vif du sujet. Et maintenant, je vais vous dire que s'il y a mon mail qui est là, si vous le souhaitez, vraiment, je suis disposé à vous partager ici le document pour avoir d'amples informations sur ce que j'ai écrit sur le décès et l'enterrement de ma grand-mère. Je vous remercie. Alors, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Atlas, qui vous présente une communication intitulée « La politique des masques ». Cette communication sous forme de PowerPoint, vous avez accès au texte complet de cette communication, elle repose sur le policy brief que nous avons distribué en format papier, qui est actuellement avec nous aujourd'hui, et que vous avez aussi distribué sur le chat, et que sur demande, nous pouvons vous envoyer en format PDF pour qu'il soit distribué le plus largement possible. Fanny, à toi la parole. Très bien. Donc, comme l'a dit Frédéric, je ne vais pas répéter, mais ma présentation va porter sur le Covid-19 et la politique des masques. J'aimerais juste faire une petite précision. Comme l'a précisé Frédéric, cette présentation est basée sur un policy brief. C'est pour cela qu'on inclut des recommandations à la fin du document, car c'est un document dont la vocation et l'objectif est d'être diffusé aux acteurs de la riposte, aux décisionnaires politiques, et basé sur les observations qu'on a faites sur le terrain depuis le mois de juin 2020, voire avril 2020 avec Enabel. Donc tout d'abord, très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, je vais rappeler le contexte général du port du masque en Guinée, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Dès le 12 mars 2020, l'épidémie de Covid touche la Guinée, avec le premier cas qui est avéré. Le 16 mars, c'est l'état d'urgence sanitaire qui est déclaré sur toute l'étendue du territoire, avec notamment fermeture des frontières, fermeture des lieux de culte, des écoles, interdiction des rassemblements trop nombreux, limitation du nombre de passagers dans les transports en public, etc. Et dès le 18 avril 2020, le port du masque devient obligatoire, avec notamment un prix de vente initial à 2500 francs guinéens et une amende de 30 000 francs guinéens pour les contrevenants. Cependant, dès le 17 août, l'amende est portée à 50 000 francs guinéens suite au constat du manque du respect de la mesure par la majorité de la population. Donc tout d'abord, voilà. Pourquoi conseiller de porter le masque pendant l'épidémie de Covid-19? Donc l'OMS, entre autres, mais l'OMS notamment, a émis plusieurs recommandations à ce sujet. Celle-ci date du 5 juin 2020. Cependant, petite précision, les émissions de recommandations de l'OMS sont constantes. Il me semble qu'il y en a une hier. Voilà. Donc, je vous invite à aller vérifier et de façon pas quotidienne, mais en tout cas régulière, parce que ces recommandations changent constamment, enfin, en tout cas, sont renouvelées constamment. La Covid-19, elle se transmet par les gouttelettes qui sont émises par les individus lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils toussent. Et afin de se protéger si l'on n'est pas malade ou de protéger les autres si l'on est infecté, il est vraiment important de porter le masque. On peut porter soit un masque en tissu, si on ne fait pas partie d'un groupe à risque. Cependant, si on fait partie d'un groupe à risque, il vaut mieux porter un masque médical ou chirurgical homologué, notamment si on a plus de 60 ans, si on est atteint d'une autre pathologie, si l'on ne se sent pas bien ou si l'on est en contact et qu'on s'occupe d'un membre de sa famille ou de ses proches malades. Alors, ce qu'on peut remarquer quant à l'imposition du port du masque en Guinée, c'est qu'au début de l'épidémie de Covid-19, il y a vraiment une adoption du port du masque qui est spontanée par la population.
D'abord parce que, on l'a dit plusieurs fois, à ce moment-là, il y a vraiment l'image, un peu l'ombre portée d'Ebola, donc la peur d'Ebola qui revient et la population va vraiment porter le masque sérieusement au début de l'épidémie. Et on a donc une systématisation du port du masque et de multiples formes d'appropriation par les populations. Tout d'abord, il y a une réaction très rapide du secteur artisanal, c'est-à-dire que dès le début de l'épidémie et de l'obligation du port du masque, les tailleurs se mobilisent notamment pour créer des masques artisanaux qui sont d'abord de facture très simple et qui vont peu à peu ressembler aux masques homologués un petit peu plus complets, double épaisseur, etc. Pas seulement les tailleurs, mais aussi les vendeurs de rue, les vendeurs dans les marchés, les détaillants, etc., qui se mobilisent très rapidement autour de la vente du masque. Il y a également un rôle important des ONG dans le soutien à cette production, donc à la fois dans le soutien, mais aussi dans la distribution des masques, que ce soit au niveau des structures sanitaires, dans les écoles, dans des établissements publics, etc. Il y a également un engagement du secteur industriel, notamment une usine à Conakry qui se met à fabriquer des masques donc de manière industrielle. Et à ce moment-là, on a des masques dont le prix varie entre 2 500 francs guinéens et 10 000 francs guinéens. Donc, on a une multitude de produits masques qui arrivent sur un nouveau marché. Le développement de cette filière masque en Guinée au début de l'épidémie, elle montre vraiment qu'il y a une capacité d'adaptation et d'innovation de la part des populations qui est très importante parce que ce sont une multitude d'acteurs qui sont engagés, allant des tailleurs, des vendeurs, des détaillants, des grossistes, les acteurs sanitaires, etc. Ce qu'on observe par la suite, c'est qu'il y a une évolution rapide du port du masque dans la société guinéenne. C'est-à-dire que si au départ, beaucoup de gens portaient le masque, peu à peu, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, notamment le fait que la Covid n'apparaisse plus comme aussi dangereuse qu'au début, et d'autres raisons qui ont été évoquées, manque de communication, de sensibilisation, manque de prise au sérieux de la dangerosité du virus, les populations portent de moins en moins le masque. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à ce moment-là, il y a une appropriation du masque comme objet, à la fois comme un objet de protection dans une logique sanitaire, mais également hors de ces logiques-là. Donc tout d'abord, il y a une véritable personnalisation des masques, ce qu'on voit sur cette image, avec des personnes qui vont porter des masques où est inscrit leur nom, le nom de leur entreprise, le nom de leur université, le nom de leur institution, etc. Donc le masque devient vraiment plus un support de communication pour certaines personnes que vraiment une protection contre le virus. On voit aussi que le masque apparaît comme une opportunité, donc à la fois pour les marchands, pour les tailleurs, comme on l'a vu, mais aussi pour les forces de l'ordre. Et ça, c'est notamment le cas du point de vue des populations qui perçoivent vraiment le masque comme une opportunité de revenu pour les forces de l'ordre, avec l'idée, et parfois d'ailleurs la réalité, que les forces de l'ordre se servent du masque pour mettre des amendes de façon un peu excessive et racketter les populations. Donc il y a notamment des contrôles inopinés qui se font dans les maquis, sur les ronds-points, au barrage, avec justement les forces de l'ordre qui imposent des amendes pour non-port du masque et en fait ces amendes-là constituent presque une source de revenus supplémentaires. Donc dans ce cadre-là, le masque apparaît vraiment comme une opportunité de certaines populations au détriment d'autres. Puisque c'est vraiment, en tout cas pour les forces de l'ordre, il y a vraiment cette idée de racket qui est vue par la population. Le port du masque passe donc d'une mesure de gestion du risque épidémique, de protection sanitaire contre le virus, à une mesure de gestion d'un risque d'une autre nature, c'est-à-dire que les individus portent le masque pour se protéger des amendes et du racket, ou bien dans le cadre d'un rapport hiérarchique. Donc souvent, le masque est porté en présence du chef, du supérieur direct. Désormais, ce qu'on observe, c'est que le port du masque est totalement négocié par les populations selon les contextes. Le masque apparaît d'abord comme un symbole de rapport hiérarchique ou coercitif. Donc tout d'abord, le port du masque, il a des contraintes qui sont importantes. C'est ce qu'on peut observer de façon quotidienne en Guinée, surtout vu le climat aussi. Donc le masque, il y a des difficultés à respirer, à le porter sur la durée, enfin sur une longue durée dans la journée. Il est généralement porté par les populations soit sous le menton et replacé pendant les interactions, soit il n'est pas porté du tout, soit il est porté constamment mais on le retire pendant les interactions car il gêne l'élocution.
Donc, les acteurs, vraiment, ceux qui portent le masque, en tout cas, ne le portent pas toujours correctement. Et pareil, la manipulation du masque ne se fait pas correctement. On touche la face externe, on remet, on ne se lave pas les mains, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes pour, au final, une protection qui est minime, puisque pas portée comme il le faudrait. Porter un masque dans ce contexte-là, pour la plupart des populations, ça revient à se protéger d'un rapport coercitif, que ce soit avec les forces de l'ordre ou dans le cadre de relations hiérarchiques. Donc ça, on a noté que ce qu'on a observé sur le terrain, les gens ne portent le masque, enfin la majorité des gens ne portent le masque que lorsqu'ils sont en présence de leur hiérarchie. Dans le système de santé, c'est la même chose qu'on observe, c'est-à-dire que même les agents de santé qui, à part ceux vraiment dans les zones rouges, où là, comme l'a démontré Timbo, il y a vraiment un équipement obligatoire, mais tous les personnels de santé qui travaillent dans les structures, il y a très peu de respect des mesures sanitaires et du port du masque, sauf quand ils sont directement avec leur hiérarchie, c'est la même dynamique. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que le port du masque chez les agents de santé, il dépend vraiment de la familiarité qu'ils ont avec leurs collègues ou avec les patients. C'est-à-dire que plus l'agent de santé a une familiarité importante avec un patient ou avec un collègue, moins il est enclin à porter le masque. Une autre chose qui est vraiment importante, c'est le refus du masque comme symbole politique. C'est-à-dire que le masque, à l'heure actuelle, certaines populations refusent de le porter comme signe de mécontentement, car le masque, d'une logique sanitaire, a été vraiment réinterprété dans une logique politique, notamment par ces deux événements, comme je l'ai expliqué, et devient un véritable symbole politique. Donc, deux événements essentiels ont mené à ça, notamment les manifestations de Kindia, le 4 juin 2020, le 8 juin 2020, petite erreur. Le 4 juin, le maire de Kindia, en voyant le nombre de cas positifs au Covid augmenter et le non-respect des mesures sanitaires, décide de porter l'amende à 500 000 francs guinéens et prévoit une peine de détention de 72 heures pour les contrevenants. 4 jours plus tard, le 8 juin 2020, la population proteste contre ces mesures et les jeunes érigent des barricades, il y a des manifestations et finalement le maire va se rétracter, présenter des excuses et retirer ces mesures. Les manifestations de Koya, le 12 mai 2020, donc initialement un barrage avait été érigé entre Conakry et Koya pour empêcher l'épidémie de se diffuser hors de Conakry, puisque justement il fallait empêcher les cas positifs de sortir de la capitale qui était, je le rappelle, plus de 80% des cas à l'heure actuelle. Le problème, c'est que ça empêchait aussi les populations de Koya d'accéder à la capitale. Pour ces populations, c'était une source de revenus importante puisqu'elles allaient travailler à Conakry ou y vendre des marchandises. En plus de ça, au niveau du barrage, la population a vraiment perçu les contrôles très stricts des autorités comme du racket et des abus de pouvoir pour leur extorquer de l'argent. Et donc, il y a eu une manifestation massive le 12 mai 2020 qui a été dramatique puisque la gendarmerie a tiré dans la foule et cette manifestation s'est soldée par 6 décès, dont une femme enceinte, 11 blessés, dont 3 forces de l'ordre. Le problème, c'est que depuis, dans ces deux localités, le port du masque est très peu observé par les populations. Les forces de l'ordre n'interviennent plus du tout pour contrôler le respect de ces mesures. Il y a même des mesures qui sont différenciées, puisque à Forêt-Caria, par exemple, on a levé l'interdiction, avant Conakry, on a levé le couvre-feu, on a levé l'interdiction de se rendre dans les lieux de culte, etc. Et on remarque même sur le terrain qu'il y a une stigmatisation des gens qui portent le masque. Parce que dans ce contexte-là, le masque n'est plus là pour protéger les populations du virus, il est là vraiment comme un symbole de l'oppression politique, en tout cas il est vu comme tel par les populations, et du coup, refuser de porter le masque, c'est protester contre cette oppression dans ces contextes très particuliers de Koya et Kindia. Donc pour comprendre le relâchement général du masque qui a eu lieu en Guinée depuis avril jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le risque de la Covid ne semble concerner que la capitale de Conakry. D'abord, la majorité des cas se situent à Conakry, mais en plus, toutes les mesures de la riposte sont vraiment concentrées sur la région du Grand Conakry, ce qui envoie le message que c'est un risque qui ne concerne pas les autres villes de l'intérieur ou même les zones rurales. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les taux de contamination.
Une période électorale également, avec un référendum, des législatives et des présidentielles, dans cette période-là, qui occupe les esprits et place au second rang le risque épidémique. Donc, notamment, on l'a vu avec les manifestations qui ont lieu après l'élection présidentielle, même avant, le risque épidémique est totalement éclipsé par rapport à la situation politique actuelle en Guinée. Également, il y a le sentiment, une lassitude générale des populations pour les mesures qui sont extrêmement strictes, ou en tout cas perçues comme telles, dans un contexte où le risque n'apparaît pas de manière évidente, puisque en Guinée, il y a peu de cas, le Covid tue peu, et au final, c'est très peu visible dans la société, à l'exception vraiment de Conakry en plus. Donc il y a une lassitude générale de la part des populations, le sentiment que le port du masque constitue une opportunité pour les forces de l'ordre et les marchands, plus que réellement une gestion du risque épidémique. Et il y a l'absence de diffusion réellement massive et rapide par les autorités sanitaires d'un modèle de masque homologué qui aurait donné vraiment un aspect homogène et unique à la riposte concernant le port du masque. Pour conclure, nous allons vous proposer sur la base de ces observations 2 recommandations importantes. La première, c'est de réellement rappeler la logique sanitaire du masque pour les populations en Guinée. Donc, le masque, à l'heure actuelle, comme on l'a vu, il est sorti de la logique sanitaire pour entrer dans des logiques économiques, politiques, en tout cas perçues comme telles par les populations. Donc, il est vraiment important de dépasser la dimension coercitive de l'application des mesures afin d'aider les populations à se réapproprier le port du masque et le masque dans une logique de protection sanitaire pour que vraiment ce soit une protection contre la Covid-19. De manière importante, il faut que le rappel de cet intérêt du masque soit associé à celui de l'importance de se laver les mains. Parce que ce sont 2 mesures qui vont ensemble pour vraiment protéger l'individu contre la contamination du virus. Ce rappel devrait s'inscrire dans un réinvestissement important dans la communication sur l'épidémie aux populations. Et je conclurai là-dessus. Pour ce faire, il faut réinvestir dans la diffusion du grand public de l'état des connaissances de la Covid-19. C'est-à-dire que ce qu'on sait sur la Covid-19, ça évolue sans cesse au niveau des modes de contamination, des symptômes, des effets, du traitement approprié. Et il est très important pour obtenir l'adhésion des populations de leur donner les moyens d'en comprendre les logiques. Donc, ça passe notamment par une communication réelle aux communautés dans leur langue nationale et par des acteurs de la santé ou de la recherche qui sont légitimes dans ce domaine, parce qu'eux seuls seront vraiment communiqués de façon légitime sur ce qu'on sait sur la Covid, comment s'en protéger et permettre au port du masque, mais aussi aux autres mesures de protection sanitaire, de sortir d'une logique économique et politique pour revenir dans une logique sanitaire de protection de l'individu contre la Covid-19. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle et dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Dominique Mélimolo. Merci beaucoup, Fanny. Rien. Ma question, c'est, vous avez dit de sensibiliser la population guinéenne afin de se réapproprier encore le port des masques. Voilà, mais par rapport à votre étude, est-ce que l'abandon, parce que ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est vrai que c'est aussi en capitale, oui. J'ai fait la région forestière, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée, jusqu'à Bouquet, à l'heure là, personne ne voit. Même dans les lieux comme la route aussi des agents de sécurité. Je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, est-ce que ça a une conséquence? L'abandon là, ça a une incidence ou bien ça a un rapport par rapport, disons, un impact négatif par rapport à la propagation en ce moment, à la propagation du virus. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ma... Si, est-ce que ça entraîne une augmentation des cas, par exemple? L'augmentation de la contamination, même ici à Conakry, parce qu'à Conakry actuellement, aussi dans les taxis, il n'y a pas de port de masque, même dans les voitures privées, au marché, etc. Est-ce parce que pour que les messages soient forts et que les gens retournent encore à la culture du port de masque, il faut qu'on informe ce qui se passe.
actuellement avec la main. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, on va noter les questions et puis Fanny répondra à toutes les questions. Moustapha? Moi, je revenir un peu sur cet aspect de la répression. Ce qu'on a constaté, c'est que la répression n'a pas du tout amené les populations à adhérer, au contraire. Donc, je voudrais bien revenir sur quelques détails concernant vraiment l'aspect répressif du corps de justice. Merci. Et puis, il y a une question sur le chat. Alors, Jean-François. Très bref, est-ce que le mot mesure barrière a été utilisé, contrairement à côté des protections, parce que barrière, ça veut dire dans les deux sens. Je me protège et je protège les autres. Est-ce que quand on parle ici de protection, on parle envers soi-même, on parle de protéger aussi les autres? Très bien. Et alors, je vais ajouter la question du chat. Oui. Une question d'Emmanuel Roth. L'observance des mesures de riposte est-elle structurée en fonction du risque perçu par catégorie de population, à savoir, par exemple, l'âge, les maladies chroniques, la profession, etc. Ok. Ça, Fanny, à toi la réponse. Oui. Alors, je pense que je vais répondre dans le désordre. D'abord, la question sur les mesures barrières. Effectivement, le terme mesure barrière, ça a été utilisé par les populations. Et je pense que ça n'a pas forcément le même sens selon les populations que ça concerne. C'est-à-dire qu'effectivement, mesure barrière, certaines personnes l'utilisent vraiment pour se protéger soi et protéger les autres, donc faire barrière au virus. Mais ce qu'on a remarqué aussi, et c'est notamment, bon, malheureusement, elle n'était pas là aujourd'hui, enfin, en tout cas, elle est en ligne, mais c'est ce sur quoi travaille Marie-Yvonne Curtis, c'est aussi les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières, mais comme barrière aux relations sociales. C'est aussi sur ce que travaille Gassim, c'est-à-dire barrière pas uniquement par rapport au virus, mais barrière par rapport justement aux relations sociales, aux liens sociaux dans la société guinéenne. Et si je peux me permettre de faire une petite comparaison avec ce que je connais, c'est-à-dire la France, l'épidémie de Covid en France, évidemment, il y a eu une rupture du lien social. En tout cas, il y a eu des barrières à la communication, mais il y a eu énormément de choses qui se sont faites, par exemple, en ligne, où on a pu essayer de trouver des moyens de retrouver du lien social ou de le garder, même si ça ne remplace effectivement pas le lien physique, social, etc. Dans la société guinéenne, on n'est pas du tout dans le même contexte. L'accès à Internet, ce n'est pas du tout la même chose. Les mesures barrières dans ce contexte-là, ce sont de vraies barrières au lien social, à la communication, à la famille, au commerce aussi, à toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'effectivement, ça dépend vraiment des populations. Pour certaines, ça a été une barrière contre le virus. Pour d'autres, on a vu vraiment que c'était une barrière à leur vie quotidienne, à leur lien et à leur réseau de solidarité. Là, du coup, je pense que ça rejoint aussi le risque perçu par rapport aux catégories de population. En tout cas, ce qu'on a observé sur le terrain, c'est que il y a un risque différencié selon les populations. Effectivement, il y a des populations qui vont se protéger plus que d'autres. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même assez minime. C'est-à-dire que c'est plus pour des logiques, des logiques autres. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit porter le masque pour se protéger de la poussière, ou porter le masque parce que le chef le porte, etc. Et en fait, on a vraiment remarqué que le port du masque, il était plus dirigé par des logiques personnelles, un peu des stratégies qui étaient pas forcément en lien avec la Covid, que vraiment des catégories de population qui seraient beaucoup plus à risque et qui se protégeraient pour ça. Cela dit, il y a quand même des catégories de population, comme l'a montré Gassim, les personnes âgées, qui ont tendance à plus se protéger car elles sont plus à risque. Mais ce n'est pas uniquement ces logiques-là qui déterminent le port du masque. Il y a vraiment des stratégies plus personnelles, ou en tout cas beaucoup plus variées, ce qui fait aussi que communiquer de façon uniquement sanitaire, sans prendre en compte toutes ces logiques diverses, ne suffit pas pour vraiment remobiliser les populations guinéennes sur le masque comme une protection contre la Covid-19. Pardon, excusez-moi. Ah oui, la première question, au niveau de l'impact et de l'augmentation des contaminations,
Moi, personnellement, je n'ai pas les chiffres exacts. Je pense qu'ils étaient dans les présentations de Frédéric et Mustapha. Cependant, il y a quand même une augmentation des cas. Le problème, je pense que la question aussi qui est essentielle par rapport à l'impact réel du non-port du masque par rapport au nombre de contaminations, c'est aussi de se poser la question inverse, dans le sens où, j'espère que je vais être claire, dans le sens où le fait que les populations ne perçoivent pas une augmentation des cas et de la gravité du Covid, les pousse aussi à ne pas porter le masque. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu dans la population en général. C'est-à-dire que la Covid, ça n'existe pas en fait en Guinée. On la voit pas, à part les gens qui l'ont et qui, pour le coup, là, eux, ils sont hospitalisés, etc. Mais pour les autres, c'est-à-dire beaucoup de gens, puisqu'il y a quand même peu de cas, la Covid, elle est invisible, elle ne se voit pas, on n'en parle pas, c'est pas très grave, personne ne porte le masque dans la rue. Donc le risque, il est vraiment très peu visible. Du coup, le virus, il est très peu visible. Donc, je pense que ce qui serait important aussi, c'est vraiment de communiquer de façon plus claire aux populations sur l'augmentation des cas et avec des chiffres aussi qui prennent en compte, par exemple, les décès communautaires de la NSS prennent en compte uniquement les décès à l'hôpital. Ils ne prennent pas en compte les décès à domicile. Donc, on a des différences aussi entre la réalité du terrain et les chiffres qui sont communiqués. Et je pense que ce serait important de communiquer des chiffres un peu plus complets et de les communiquer mieux aux populations pour qu'ils se rendent compte que porter un masque, il y a un réel intérêt. Ou alors, peut-être se rendre compte que finalement, s'il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas tant que ça de Covid-19 en Guinée, il faudrait se poser les bonnes questions à ce niveau-là. En tout cas, cela dit, il y a quand même une augmentation des cas. Elle n'est pas énorme par rapport à d'autres pays. On n'est pas effectivement, la Guinée, ça n'a rien à voir avec l'Europe en termes de contamination, de décès, etc. Mais ce qu'on remarque quand même sur le terrain, notamment, il y a eu plusieurs... Ariakov vient de commencer vraiment une campagne de dépistage et de tests pour avoir plus de chiffres à ce niveau-là. Mais on a remarqué dans certaines structures que, par exemple, dans une... Enfin, je ne sais pas si je peux vous parler de ça, mais sur la prison. Voilà. On a remarqué en étudiant une prison à Conakry, par exemple, qu'au début de l'épidémie, il y avait quelques cas. Et là, en refaisant les tests il y a peu de temps, presque 95-100% des détenus étaient positifs. Donc, le Covid, il circule quand même et il existe quand même en Guinée. Et ça, c'est une réalité. Et la dernière chose, c'était sur la question de Mustapha, mais du coup, si tu voulais vous vouliez revenir sur la répression. C'est plus pour la sensibilisation, parce que l'expérience montre que la répression n'est pas forcément une solution. Oui, bien sûr. Sur l'éducation, l'aspect pédagogique, la sensibilisation, la responsabilisation collective et la répression. Oui, effectivement. En plus, je pense que ce qui est important, et c'est aussi ce qu'on fait dans ce projet, le lien avec Ebola, on a vraiment vu pendant la période Ebola que les mesures qui étaient à la base des mesures de protection qui deviennent vraiment de la répression, la seule conséquence que ça a, c'est de déclencher des révoltes, de la résistance, il y avait vraiment eu des événements dramatiques de résistance des populations pendant Ebola. Et oui, pardon, je finis vite fait là-dessus. Donc, effectivement, que les mesures sanitaires deviennent des mesures répressives, c'est pas du tout la solution, parce qu'au lieu d'obtenir l'adhésion des populations, on va obtenir le rejet sur des populations qui sont déjà dans une crise de confiance avec le système sanitaire, dans une crise de confiance avec, pour certains, les élites politiques. Donc, je pense au contraire que c'est très important de réellement faire comprendre en quoi le port du masque protège les individus pour les communautés, de les inclure dans cette réflexion. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble vraiment pour se réapproprier le masque, etc. Et vraiment d'axer sur la communication, la formation et la concertation. Oui, Frédéric. Alors, il y a une question sur le chat. Pendant que je la transmets à Fadi, si d'autres ont envie de poser des questions, profitez-en, parce qu'après, on passera à la présentation suivante. Alors, c'est une question de Mariam Ballot. Merci pour cette présentation très intéressante. Suite à ces constats que vous avez pu faire, les autorités politiques et sanitaires ont-elles réagi à ce retrait du masque? Y a-t-il eu d'autres mesures qui ont été mises en place suite à cela? Par ailleurs, les mouvements protestataires sont-ils impulsés davantage par des hommes, des femmes, des jeunes? Avez-vous mené une réflexion sur les caractéristiques sociales de ces mouvements protestataires?
Alors, alors d'abord, une petite précision. Ce travail-là, il est très récent, il est issu d'une étude en cours, donc on est encore en train de faire cette ethnographie sur le terrain pour observer tout ça. Par rapport aux autorités politiques, en fait, je précise ça parce que le Policy Brief, on vient de le terminer hier, donc on va leur envoyer et justement essayer de travailler ensemble pour vraiment aller vers une réincorporation des populations dans les logiques sanitaires, des mesures barrières, du port du masque. Cela dit, ce qu'on peut remarquer, en tout cas dans la situation en Guinée, qui est une situation quand même particulière, c'est que, comme on l'a vu dans la présentation, il y a vraiment eu des événements politiques, notamment les élections présidentielles et les référendums, qui ont un petit peu éclipsé la question sanitaire. Du coup, les autorités politiques, pour le moment, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont en train, maintenant que le moment d'élection est passé, elle se réintéresse à la question vraiment du Covid, de la logique sanitaire. Donc, sans prédire l'avenir, on peut dire qu'il y a de fortes possibilités qu'il y ait de nouvelles mesures ou en tout cas de nouvelles actions qui soient faites par le politique sur l'épidémie de Covid-19, surtout que l'état d'urgence a été renouvelé il y a peu par le président. Et au niveau des mouvements protestataires, ce qu'on remarque par rapport à leurs caractéristiques, c'est que essentiellement ils sont quand même portés par la jeunesse de Guinée, et ça c'est pas uniquement quelque chose qu'on remarque en lien avec la Covid-19, mais c'était déjà le cas avec Ebola, c'est le cas quand il y a des manifestations en lien avec le politique. Je ne peux pas faire une analyse plus globale, mais en tout cas c'est vraiment les jeunes qui portent ces manifestations, ces mouvements protestataires. On peut noter aussi que la population de la Guinée est très très jeune, il y a énormément de jeunes en Guinée en termes de proportion de population, et il y a aussi une grande difficulté que rencontre cette jeunesse, ce qui peut expliquer entre autres le fait qu'ils participent beaucoup à des mouvements protestataires. Voilà, mais je n'irai pas plus loin parce que je pense qu'il va falloir plus de temps. Oui, il reste 7 minutes pour la... D'accord, le professeur Diop va faire un commentaire sur cette question de la mobilisation. C'est vrai que parmi les protestataires, c'est vrai, la jeunesse est beaucoup impliquée parce que, vous voyez, on emploie l'instabilité professionnelle, et il y a beaucoup de frustration chez les jeunes, même si en politique, en Guinée, on privilégie les femmes et les jeunes. Et vous savez qu'il y a 4 de Covid à beaucoup toucher ces deux catégories. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Le voyage, c'était les jeunes et les femmes qui vendent leurs produits à Conakry. Il y a énormément de frustration. Je pense que c'est vraiment parmi le profil des protestataires, il y a la jeunesse et les femmes. Et si je peux juste me permettre un petit ajout, notamment pour les gens qui sont en ligne, parce que je pense que vous êtes déjà tous au courant, en Guinée, il y a quand même une large part de la population qui vit grâce à des salaires journaliers, de ce qu'ils vendent dans la journée, de leur commerce, etc. Voilà, au jour le jour. Donc, pour ces populations-là, qui sont nombreuses, ces mesures barrières-là, elles ont un impact vraiment très grave sur leur vie, parce que par exemple le barrage de Koya, mais d'autres mesures, etc., ça leur empêche de gagner ce qu'ils vont manger le soir. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le confinement, parce que oui. Contrairement à l'Europe, vous ne pouvez pas faire le confinement, parce qu'il faut que les populations sortent le matin pour manger le soir. Oui. Alors, il y a une autre question sur le chat, c'est commentaire et une question de Giraguin. Le masque polarise et occulte, entre guillemets, souvent l'importance des autres mesures comportementales. Que sait-on des autres mesures et de leur adoption? En Guinée? En Guinée. Alors, effectivement, on axe beaucoup sur le masque, mais ce qu'on remarque en Guinée, et ce qu'on a remarqué dans toutes nos études de terrain, c'est qu'en fait, il n'y a aucune mesure qui est respectée. Ni la distanciation sociale, ni le port du masque, ni le lavage des mains. Et par exemple, si on voit encore aujourd'hui en Guinée, il y a ce qui s'appelle le kit sanitaire, ça permet de se laver les mains à l'entrée des cours ou des maisons ou des boutiques. C'est comme le gel hydroalcoolique qu'il y a devant toutes les boutiques en Europe. À l'heure actuelle, ce qu'on remarque, c'est qu'au début de l'épidémie, il y avait des kits partout et qu'ils étaient remplis. Maintenant, il y a encore des kits, mais ça fait plusieurs mois ou plusieurs semaines qu'ils sont vides.
Donc, effectivement, toutes ces autres mesures-là ne sont pas du tout respectées. Et comme disait Mustapha, il n'y a pas eu de confinement en Guinée, tout simplement parce que c'est impossible. L'État ne peut pas assurer, personne ne peut assurer en Guinée que les gens ne sortent pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà. Et les marchés, oui, voilà. Et les lieux de commerce, les marchés n'ont pas été fermés. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, en Guinée, il y a peu de respect des mesures sanitaires, ou alors c'est plutôt un respect que les individus ont, au niveau individuel, vraiment. Voilà. Moi, j'ai fini. Du coup, je vais... Frédéric Lemarcy, qui va me succéder pour la présentation suivante. La dernière présentation qui sera suivie d'une synthèse un peu plus générale et d'une discussion qui porte sur la preparedness. Préparer à quoi? Analyse comparée de la réponse à la Covid-19 à la lumière de l'expérience Ebola. Merci Fanny, et j'en profite aussi pour remercier à la fois ceux qui sont avec nous, mais c'est moins dur de suivre des présentations comme ça quand on peut se faire des signes et qu'on sent notre présence, que je pense à tous ceux qui nous suivent en ligne, et je les remercie infiniment pour leur attention. Alors, au fond, cette discussion que j'aimerais faire, c'est un article que je suis en train de préparer qui est en cours de réalisation. Il s'agit en fait de se dire, au fond, cette épidémie de Covid, elle arrive à un moment où on était supposé être préparé. Et la Guinée particulièrement. On avait connu Ebola. Suite à Ebola, on a eu des gros programmes de préparation qui s'intègrent dans ce qu'on appelle dans le langage de la Global Health la preparedness. Donc finalement, tant mieux, Covid n'est pas une catastrophe en Guinée, mais ça nous donne l'occasion, en regardant comment la Guinée a réagi au Covid, ça nous permet quelque part de réfléchir à, au fond, alors, est-ce qu'on était préparé et comment on était préparé? Cette discussion, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'un débat auquel vous avez sans doute accès au début de l'épidémie. Dès que l'épidémie de Covid a été annoncée comme arrivant en Afrique, il y a eu dans les débats deux grandes postures générales qui étaient des postures de l'ordre idéologique, je le disais déjà ce matin. D'un côté, il y avait les afro-optimistes qui disaient vous allez voir, l'Afrique est préparée, l'Afrique a l'expérience d'Ebola et donc vraiment, elle va bien pouvoir gérer cette épidémie. Et la preuve, c'est que très tôt, et c'est une réalité, très tôt, les pays de la sous-région ont mis en place des mesures de confinement avant même qu'on annonce l'USPI. C'était le cas en Guinée, c'était le cas au Mali. Enfin, il n'y a pas un pays qui n'a pas fait ça en Afrique. Ce qui est paradoxal cependant, c'est qu'on mettait en avant l'expérience d'Ebola pour l'Afrique, alors qu'au fond, l'expérience d'Ebola en Afrique, elle est limitée à quelques pays, le Congo, la Guinée, la Mano River, la Sierra Leone et d'autres pays, quelques-uns qui ont eu des petites épidémies d'Ebola. Mais au fond, on ne peut pas dire que l'ensemble des pays de la sous-région ont eu une expérience directe d'Ebola, sauf à dire que le Sénégal, avec un cas, a eu une expérience, sans doute d'un point de vue institutionnel, mais certainement pas du point de vue de la population elle-même. Donc ça, c'était du côté des afro-optimistes. Et les afro-pessimistes, eux, disaient vraiment, la faiblesse du système de santé africain fait que la Covid, ça va être une catastrophe. Rappelez-vous la note du Quai d'Orsay qui a fuité et qui a, avec juste raison, soulevé le courroux des Africains, où on disait, là où les sociétés civiles africaines n'ont pas réussi à renverser les autocrates, c'est le Covid qui va balayer les autorités africaines parce que ça va être une catastrophe sur le continent et ça va être pire que ce qu'on annonçait pour l'épidémie de sida. Parmi les afro-pessimistes, il y avait certains qui soulignaient une réalité et qu'on a vue aujourd'hui, qui était la faiblesse du système de santé, et en disant, voilà, ces conditions font que l'épidémie de Covid va être une catastrophe. Et vous l'avez compris, je l'espère, dans l'ensemble des présentations de la journée, nous, on est plutôt dans une posture de Normand, on est ni oui ni non, on est dans une posture qu'on pourrait définir comme
Oui, les Normands, on dit que les Normands, ils disent ni oui ni non. Ils sont toujours dans un entre-deux. Alors ça va, moi, je suis d'origine normande lointaine, donc ça me convient bien. Nous, on est en fait dans une posture qu'on voudrait afro-réaliste. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on regarde ce qui se passe et on veut analyser, décrire ce qui se passe réellement et l'analyser. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que la faible expansion de l'épidémie de Covid qu'on voit en Afrique, on a quelques hypothèses, des hypothèses qui sont à peu près garanties. C'est les raisons sociologiques qui permettent d'expliquer pourquoi l'épidémie n'a pas eu l'impact qui était annoncé. Alors évidemment, on a beaucoup mentionné la pyramide des âges et la jeunesse qui agit comme un rempart à la circulation épidémique. En tout cas, un rempart à la maladie, mais certainement pas un rempart à la circulation virale. Et ce n'est que les études de sérologie qui vont se mettre en place dans le cadre d'un programme associé à Ryakov qui s'appelle Copévigi, dirigé par Abdoulaye Touré et Jean-François Ettard, qui va nous permettre d'en savoir plus sur la réalité de la circulation virale à Conakry. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'un point de vue sociologique, on n'a pas de cluster de vieux dans les sociétés africaines. En Europe, les vieux sont dans des maisons, les Russes dans la maison, tout le monde est touché. En Afrique, le fait que les vieux habitent en famille, quelque part, les isole de la circulation, agit comme une forme de protection, d'une certaine façon. Également, on souligne l'importance des mégalopoles africaines, le fait que l'urbanisation est de plus en plus importante. Néanmoins, le taux d'urbanisation en Afrique reste finalement encore faible, si bien que, rappelez-vous la photo que nous montrait Tidiane du Réco dans la brousse, le virus, il a du mal à circuler dans des espaces comme ça, parce que dans les villages où l'habitat est dispersé, les gens se frottent moins, donc il y a moins de possibilités d'intercontamination. Enfin, la période d'émergence du virus, en plein mois de mars, à une période où il fait très chaud, s'il est vrai que les gens sont nombreux dans des logements exigus, parce qu'il fait chaud, ils sont aussi souvent dans la cour, et donc l'aération, le fait d'être dehors, les protège aussi d'une certaine façon contre le viral. Donc toutes ces données-là, elles sont garanties, on les a vues, elles sont objectivables. Les autres hypothèses, elles restent encore à vérifier. C'est la faible circulation du virus qui serait liée peut-être pour certains à des prédispositions génétiques de la population africaine, ou alors serait liée à une compétition virale importante et à l'immunité acquise des acteurs par le biais, par exemple, d'exposition à d'autres formes de coronavirus. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Quand le coronavirus, le SARS-CoV-2, arrive dans une situation où il rencontre des virus qui ont déjà occupé l'espace, le virus, quelque part, ne trouve pas sa place. Pardon pour d'utiliser un terme de profane pour parler de virologie. Et également, on a souligné, ce qui reste aussi à démontrer, c'est l'usage important de la chloroquine dans le cadre du paludisme qui pourrait agir comme une forme de prophylaxie contre le virus. Mais tout ça reste à vérifier. Donc, quand on a vu tout ça, comment comprendre la place de l'épidémie et la façon dont elle s'inscrit dans la société? Eh bien, je propose de le faire de deux façons. La première, tout d'abord, en élargissant le sens de ce que serait ou de ce que c'est la preparedness. La preparedness, vous savez, je suis obligé d'aller très vite, mais c'est cette notion qui émerge dans les années 50 aux États-Unis, quand dans la période de la guerre froide, les États-Unis vivent sous la menace supposée d'une attaque nucléaire par l'Union soviétique. Et dans les années 50, aux États-Unis, à toutes les échelles de la société, au niveau du gouvernement fédéral, au niveau des gouvernements dans les États, mais aussi au niveau des chefs de famille, on demande aux gens de se préparer. Et j'aurais pu vous montrer des photos d'écoles dans les années 50 où les élèves apprennent à aller sous les tables pour se protéger contre une éventuelle attaque nucléaire. À l'époque, on vendait aux pères de famille américains des abris anti-atomiques individuels à placer dans son jardin pour anticiper une attaque à venir. Et cette notion de preparedness, c'est-à-dire d'une préparation à un risque à venir, c'est cette idée-là qui a infusé dans le monde de la Global Health et qui aujourd'hui commande aux États à se préparer
à un risque épidémiologique à venir en faisant des exercices de gestion d'épidémique, en constituant des stocks constituant des stocks de masques, par exemple, en faisant également, en développant les capacités de diagnostic et de surveillance. Ce qui caractérise la preparedness, c'est cette notion de capacité de surveillance et de diagnostic, et donc une certaine deux formes d'utopie. La première, qu'en se préparant sur la base d'une épidémie qu'on a connue, on va pouvoir gérer celle qui est la suivante. Or, on a bien vu en fait qu'une des difficultés qu'on a soulignées ici, c'est que les acteurs ont reproduit des schémas d'Ebola pour le Covid, alors qu'il y a eu comme le moteur a toussé un peu au démarrage. On a commencé par refaire de l'Ebola avant de prendre la mesure que le virus d'Ebola n'est pas le virus de la Covid. Donc ça, c'est un des effets certainement négatifs de la preparedness. L'autre dimension, l'autre utopie, c'est l'utopie qu'avec des outils technologiques, on va pouvoir gérer toutes les épidémies et qu'il suffit par exemple d'avoir des tests de PCR pour endiguer une épidémie. Or, vous l'avez vu aujourd'hui, on a besoin pour endiguer une épidémie aussi de santé communautaire et d'un système de santé fonctionnel et homogène. Alors ça, c'est pour la preparedness telle que conçue dans le registre de la santé publique. Mais je propose ici de penser la preparedness aussi comme la mémoire. Se préparer, c'est avoir le souvenir de quelque chose et peut-être puiser dans cette mémoire pour gérer les événements qui se présentent à nous aujourd'hui. Cette mémoire, on peut la penser dans deux aspects. D'un point de vue d'abord des institutions, on peut parler de la mémoire institutionnelle comme d'une forme de préparation. Cette expérience épidémique institutionnelle, c'est notamment en Guinée, c'est l'existence de l'ANSS par exemple, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En tant qu'institution dédiée à la gestion des épidémies, elle est une mémoire institutionnelle de l'épidémie d'Ebola, puisque l'ANSS a été créée pour gérer Ebola et est devenue maintenant l'organe ad hoc, avant même le ministère de la Santé, pour gérer les épidémies. Et cette mémoire institutionnelle, on la retrouve aussi dans les plans qui sont mis en place. Je pense par exemple à la présentation du professeur Moustapha Diop qui a souligné le fait que pour la question du suivi des contacts, on a remis en œuvre un plan directement inspiré du plan mis en place pendant Ebola, puisqu'on passe de zéro Ebola en 60 jours à stop Covid en 60 jours. L'autre dimension de préparation auquel je pense, c'est le souvenir incorporé, dans les corps et qui se traduit dans les pratiques des populations. Cette mémoire incorporée comme préparation, mon collègue Paul Richards, qui travaille en Sierra Leone, dans les articles que je vous ai mis en référence dans la diapo, fait le même argument en montrant en quoi la façon dont les populations réagissent à l'épidémie de Covid ne peut pas faire l'économie de penser à leur expérience pendant Ebola. Un exemple très simple, dans nos travaux, les 3 premiers mois de l'épidémie, vous avez 50% des patients vous avez une baisse de 50% du nombre de patients qui fréquentent les centres de santé et également une baisse de 50%, parfois plus, du revenu des centres de santé, dû au fait que les populations ont peur d'être identifiées comme positives, ont peur de se rendre dans les centres de santé, en arguant du souvenir d'Ebola et en expliquant que c'est pour cela qu'ils ne se rendent pas dans les centres de santé, de peur d'être soit contaminés, soit enfermés dans les centres de traitement. Alors, une fois que ce cadre théorique est mis en place, que ces questions sont posées, comment faire pour apprécier les effets de l'expérience Ebola? Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de prendre au sérieux les arguments de l'expérience d'Ebola en comparant la situation dans 3 pays. 2 pays qui ont connu effectivement Ebola et en prenant un pays anglophone et un pays francophone, la Sierra Leone et la Guinée, en essayant de voir et essayant de réfléchir au fond, peut-être que les francophones font mieux que les anglophones ou vice-versa, d'où l'intérêt de comparer ces 2 pays aux traditions, aux systèmes politiques un peu différents, mais à l'expérience partagée de l'épidémie d'Ebola. Et là, j'ai un souci, là, ça se déconnecte. Voilà, c'est bon, tout le monde suit, ça va. Alors là, c'est... Continue, je vais le faire.
Et là, donc 2 pays, un anglophone, un francophone, et de comparer ces 2 pays avec une expérience concrète de l'épidémie d'Ebola, avec un pays qui n'a pas eu l'expérience d'Ebola. Et j'ai choisi pour ce faire le Burkina Faso. Je vais me remettre celle de dessus. Alors, voilà. Donc, ces 2 pays, donc vous avez ici dans cette diapo une présentation succincte de ces 3 pays et de leurs caractéristiques. Vous voyez que, en fait, la seule différence entre ces 3 pays, la seule différence notable, c'est l'expérience d'Ebola. Je ne vais pas développer plus cette diapo. Des revenus, le PIB est à peu près similaire, le taux d'alphabétisation également. Désolée. Merci Fanny, c'est du sans filet. Un petit peu, mais non, c'est pas ça le but. C'était très bien ce que tu as fait. Donc, des pays qui, d'un point de vue structurel, sont finalement assez comparables. Les 3 pays, il y a un système qui est mis en place par l'OMS pour se préparer aux épidémies, qui consiste à un système d'autodéclaration des pays pour faire eux-mêmes l'état de leur préparation sur Ebola. Ce système, ça s'appelle le SPAR. Excusez-moi, on va juste faire une pause de 10 secondes. Alors, on fait une pause de 10 secondes. Parce qu'on a un petit problème de connexion. Parce que Fanny veut tester mon stoïcisme. Pas du tout. Ça passe? Oui, ça passe. Ça passe, mais pas à la télé. D'accord. Alors, je continue. Donc, le SPAR. À vous qui êtes connectés, vous voyez. Alors, le problème, c'est simplement dans la salle. Non, mais ça va venir. Ça va se voilà, ça y est. Le SPAR, c'est donc le State Party Self-Assessment Annual Reporting, qui consiste chaque année pour les pays à déclarer à l'OMS une auto-évaluation de leur niveau de préparation. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, donc vous voyez, le SPAR, c'est différentes données qui concernent, par exemple, la préparation du point de vue législatif, de la coordination du risque épidémique, des zoonoses, de la sécurité alimentaire, la présence de laboratoires, la surveillance, les ressources humaines. Bon, je vous laisse lire la diapo. Retenez l'idée que chaque pays donne sa propre... Tout va bien. Jusqu'ici, ça s'était très bien passé. Voilà, c'est bon, c'est parfait, touche à rien. C'est pas partager l'écran. Alors, si vous regardez l'image sur la diapo, vous constatez que le Burkina Faso a un niveau de SPAR assez moyen. On est dans la zone orange faible, voilà, au milieu de l'échelle, alors que la Guinée et la Sierra Leone, eux, ont un niveau de préparation jugé meilleur. Donc, logiquement, si vous êtes avec moi, ça devrait se traduire par une réponse à l'épidémie de Covid très différente. Alors, quelle est-elle cette épidémie de Covid? J'ai essayé de la qualifier avec des données objectives. Par exemple, la première donnée objective, c'est la date de notification du premier cas. On voit qu'on est à une période un peu similaire. Le Burkina commence quelques jours avant, 15 jours, quasiment 15 jours avant la Guinée. Mais les 3 pays ont fermé leurs frontières quasiment en même temps. Et le Burkina l'a même fermé avant la Guinée et la Sierra Leone. Pour ce qui concerne le nombre de cas rapportés, vous voyez qu'on est dans une situation similaire, sauf en Guinée qui a un nombre beaucoup plus important que les autres. Et effectivement, on sait que rapporté à son nombre de population, dans la sous-région, la proportion de personnes infectées en Guinée est plus importante que tous les autres pays de la sous-région. Concernant le nombre de décès rapportés, on voit qu'on est dans une situation, là encore, assez similaire. Là où, par contre, on observe une différence notable, c'est dans la capacité de laboratoire. Rappelez-vous, la preparedness s'est traduite non seulement par de la formation de biotechniciens, mais par le transfert de capacité de laboratoire. En Guinée, ça a été le cas et c'est pour ça que vous constatez qu'au début de l'épidémie, il y a une différence de capacité de test, mais cette différence de capacité de test ne se traduit pas par un meilleur résultat en termes d'identification de cas ou en termes de gestion de l'épidémie. On est à peu près dans la même situation.
Pour le nombre de centres de prise en charge, la Guinée a plus de centres. Néanmoins, ces centres qui existent sur le papier au début de l'épidémie, ils ne sont pas fonctionnels pour la plupart. Et on les remet en fonction en urgence. Et nos observations ont décrit, par exemple, en forêt, des CTP complètement vides. À Mamou, un CTP qui avait été préempté par l'hôpital pour faire de la place pour les autres départements. Et donc, c'est un CTP qui ne fonctionnait pas du tout comme centre de gestion épidémique. À Kindia, un centre épidémique où les agents travaillant dans ce centre épidémique, finalement travaillaient à Pastoria, au centre de Pastoria, parce qu'ils n'avaient pas des moyens de travailler dans le CTP. Donc, l'existence formelle de centres de traitement épidémique ne signifie pas une capacité à répondre à l'épidémie. Et au Burkina, pas de centre du tout de prise en charge et des centres de prise en charge, en fait, installés au cœur même du système de santé, ce qui pose question, parce qu'en fait, en termes de résultats, on arrive à des situations similaires et on peut se demander si finalement le mieux, ça n'est pas de penser la gestion épidémique au sein du secteur hospitalier pour renforcer le système de santé en lui-même, plutôt que de créer des systèmes ad hoc verticaux où il y aurait tout d'un coup des systèmes de gestion épidémique qui ne fonctionneraient qu'une fois tous les 3 ans quand une épidémie se déclare et qui, le reste du temps, seraient des coquilles vides, comme celle de la photo du CTE de Mafereña que je vous ai montré, qui est totalement vide aujourd'hui, ni équipé, ni fourni avec du personnel. Et alors, évidemment, là j'ai une petite difficulté, je lance d'ailleurs un appel à ceux qui sont dans la salle ou à ceux qui nous écoutent. Je n'arrive pas à connaître le nombre de PCR réalisés pour 100 000 habitants en Sierra Leone. L'information, je ne la trouve pas, donc si quelqu'un la connaît, je suis intéressé de la prendre. Mais vous voyez, d'une façon qui n'est pas du tout surprenante, que la Guinée a une capacité de faire des PCR beaucoup plus importante que le Burkina Faso. Mais je reviendrai là-dessus parce que cette capacité annoncée est également trompeuse, puisqu'il est important de savoir qui sont les acteurs qui font les PCR en Guinée et quel est le rôle des acteurs internationaux dans la production des tests en Guinée. Faire 124 tests pour 100 000 habitants ne signifie pas que ce sont simplement des labos guinéens qui font ces tests, et je le soulignerai tout à l'heure. Alors, donc, vous voyez, en tout cas, du point de vue de la riposte, au Covid, du point de vue institutionnel, au fond, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'impact majeur du fait d'avoir connu une expérience d'Ebola ou pas, sauf en termes de tests. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est de penser l'héritage de l'expérience, de penser l'expérience d'Ebola comme un héritage un petit peu ambigu. Ambigu pourquoi? Parce que d'un côté, et là, pour parler comme Abdoulaye Touré, je dirais que c'est... quelle phrase il a utilisée ce matin? La lumière d'Ebola projetée sur la Guinée, c'est cette capacité diagnostique améliorée. C'est une réalité. Rappelez-vous, avant Ebola, la Guinée ne savait pas faire de PCR. Après Ebola, la Guinée a acquis la capacité de faire des tests PCR et ça s'est traduit avec le Covid par très rapidement la possibilité de faire des tests. Ça, c'est réellement le produit des politiques de preparedness. La Guinée et la Sierra Leone disposent sans conteste d'une meilleure capacité diagnostique qui est le fruit d'un investissement dans des laboratoires en mesure d'effectuer des tests PCR. Attention, au début de l'épidémie de Covid en Guinée, les 3 laboratoires en mesure de faire des tests PCR, c'était l'INSP, donc le laboratoire de l'Institut national de santé publique, l'IPEGI, l'Institut Pasteur, qui est revenu en Guinée à la faveur d'Ebola. Donc, ça se passe en Guinée, mais au fond, c'est des capacités de laboratoire qui sont issues du retour de Pasteur en Guinée. Et le 3e laboratoire, c'est le CREMS à Pastoria, qui en fait, le CREMS, c'est donc le retour de la recherche russe à Pastoria, là aussi, à la faveur d'Ebola. Donc, même s'il y a une capacité diagnostique qui est présente, elle n'est pas exempte de tensions politico-historiques et d'une sorte de diplomatie scientifique où se joue finalement en Guinée une compétition entre grandes puissances que l'on va retrouver d'ailleurs, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on la retrouve évidemment aujourd'hui dans le cadre des politiques vaccinales et des vaccins que l'on veut mettre en place en Guinée aujourd'hui. Se rejouent sur ce terrain-là aussi ces tensions diplomatico-scientifiques entre les vaccins validés par l'OMS américain et européen et le vaccin
soviétique qui se négocie contre de la bauxite. Il y a des enjeux qu'on a connus pendant Ebola et qu'on revoit se jouer aujourd'hui avec le Covid. Donc, le Burkina Faso, de son côté, a mis en place des équipes d'intervention rapide, mais il y en a une à Bobo, une à Ouagadougou. Donc, c'est finalement des équipes qui sont très limitées en nombre et qui ne sont activées que pendant ces périodes épidémiques. Les mesures institutionnelles, en fait, diffèrent peu d'un pays avec ou sans expérience réelle. Pas de différence entre les pays anglophones et les pays francophones du point de vue institutionnel. Les pays Ebola, entre guillemets, en fait, on pourrait, et j'espère que vous serez d'accord, mais j'attends vos commentaires après la présentation, en fait, on pourrait même considérer que les pays d'Ebola souffrent de leur héritage. Les pays Ebola, entre guillemets, ceux qui ont connu l'épidémie Ebola, souffrent d'une certaine manière, alors pas pour tout, mais pour certains aspects, souffrent de l'expérience d'Ebola qui a empêché une posture réflexive pour développer des mesures qui seraient orientées, ciblées sur ce qu'est le virus SARS-CoV-2 et ce qu'est la Covid, et plutôt on reproduit de manière non critique et non réflexive des mécanismes mis en place pendant Ebola. C'est ce qu'on a vu notamment dans la présentation de Christine Timbo au début du Covid à Donka. Et par contre, c'est ce qu'on n'a pas vu du tout dans la présentation de Tidiane Bari sur les recos, où alors que pendant Ebola, on avait mis en place ce que Moustapha Diop avait souligné, c'est-à-dire les MOCO, les mobilisateurs communautaires, les MOSO, les mobilisateurs sociaux, également les CVV, les comités de veille villageois. Tous ces dispositifs qui avaient été mis en place pendant Ebola n'ont pas du tout été réactivés pour gérer le Covid. Et on voit bien que les recos sont finalement les acteurs absents de la réponse à la Covid. Donc cette non-réflexivité se traduit aussi par la reproduction de plans. Je le répète, Stop Zéro Ebola en 60 jours est devenu Stop Covid en 60 jours. Et on a bien vu que les acteurs sanitaires, et ça on a vu ça à Mamou, ce que demandaient les acteurs sanitaires dans les CTP, dans les centres de traitement épidémique, qui étaient les acteurs sanitaires qui avaient une expérience d'Ebola, ce qu'ils demandaient, c'est des EPI complets pour se protéger. Mais ce qu'ils demandaient, c'était des outils de protection qui étaient ceux-là même qu'ils avaient utilisés pendant Ebola, alors qu'aujourd'hui, et déjà à l'époque, on pouvait se poser la question de la pertinence d'utiliser des full PPE pour gérer le Covid en milieu hospitalier. L'autre dimension que je voulais souligner, c'est la question d'étendre la réflexion sur Preparedness, de l'étendre à la question de la mémoire de la population. Et on l'a vu aussi, c'était en filigrane dans toutes les présentations aujourd'hui. Les populations ayant fait l'expérience d'Ebola, elles se souviennent, et elles se souviennent dans leur corps, elles se souviennent dans leur chair de manière incorporée. Et parce qu'elles se souviennent, très vite, on l'a vu dans la présentation sur les masques, très vite, dans Conakry, dès qu'on a entendu parler du Covid, on a vu fleurir des kits d'hygiène, des seaux avec de l'eau de javel. On a vu des gens porter des masques, des gens se mettre à vendre des masques avant même que ce devienne une mesure obligatoire. Et ça, c'est parce que les gens, personne ne doute de l'existence du Covid dans le monde, mais et en Guinée, voyant le Covid arriver, les gens très vite ont mis en place de manière spontanée des mesures de protection pour leurs proches et pour eux-mêmes. C'était ce qui s'est passé, par exemple, dans le récit que nous rapporte Gassim Silla. On voit bien que les populations se souviennent et mettent en place des mesures de protection, et que si ensuite elles abandonnent ces mesures, c'est que la pertinence de l'application de ces mesures est questionnée par les populations. Donc les populations se souviennent pour le mieux, elles se souviennent et donc elles mobilisent leur savoir et des pratiques, mais de la même façon qu'elles se souviennent de ce qu'il faut faire pour se protéger, elles se souviennent aussi, et ça c'est un problème pour la riposte, elles se souviennent de l'expérience traumatisante de la prise en charge dans les CTE, et c'est pour ça qu'elles ont fui les centres de traitement épidémique en raison du traumatisme épidémique. Elle fuit aussi également le test réalisé post-mortem, où les gens se dépêchent d'enterrer rapidement leurs parents pour éviter d'être soumis au test de la Croix-Rouge, dont elles savent très bien que si le résultat est positif, ça va les amener à abandonner leur corps à un système qui, on l'a vu, ne permet pas de rendre ses honneurs, si vous voulez, aux défunts. Alors, à partir de ces observations, qu'est-ce qu'on peut dire de la preparedness?
La preparedness, on l'a vu, c'est donc un dispositif au cœur de la Global Health. C'est la reconnaissance, en fait, aujourd'hui, la preparedness, c'est la reconnaissance du lien entre l'humain, le non-humain et son environnement en termes de risque de contamination. Avec la preparedness, on reconnaît aussi la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance et des capacités de diagnostic pour prévenir la prochaine pandémie. Cette preparedness, je vous l'ai dit, elle prend la forme d'exercices qui ont souvent lieu d'abord en ligne et ensuite sont mis en place sur le terrain pour tester la capacité de réponse des acteurs. Cette preparedness, et je vous l'ai déjà annoncé en vous parlant de l'IPEGI, de Mafereña, où je n'ai pas parlé de Mafereña, mais Mafereña, c'est aussi un centre de recherche avec de très grosses capacités de production, d'analyse, de diagnostic. Mais en fait, derrière Mafereña, il y a un très gros investissement à la fois de la Belgique et surtout des États-Unis, du NIH et de l'armée américaine, qui soutient de manière très importante Mafereña pour des raisons qui sont des raisons qui intéressent les États-Unis. De même que le CERFIG, où nous travaillons aujourd'hui et où nous sommes très fiers et très heureux de travailler, est aussi un centre de recherche qui reçoit des financements importants de la France pour les mêmes raisons. Et même le CREMS à Pastoria reçoit des financements importants de la Russie pour des mêmes raisons. Des raisons qui sont à la fois, bien sûr, personne ne doute sur le fait qu'on a envie d'aider la Guinée et de faire en sorte que le virus ne circule pas, mais personne ne doute non plus que se jouent ici des intérêts entre grandes puissances et qui sont aussi des intérêts, comme l'explique King, qui ont à voir entre un nexus caractérisé par la maladie, le commerce et la sécurité, en fait. Tout ça est mélangé et intriqué dans ces dispositifs. Alors, moi, ce à quoi j'aimerais vous inviter, c'est d'étendre la question de la préparation à la mémoire des populations, parce que se préparer, c'est aussi se souvenir. Et se souvenir, ça veut dire de reconnaître que les populations ayant fait l'expérience d'Ebola mobilisent spontanément des mesures préventives, masques, lavage des mains, qu'elles désertent les centres de santé, je l'ai déjà dit, qu'elles fuient les centres de traitement en raison du traumatisme épidémique. Et cette désertion des centres de santé, elle a été observée aussi au Burkina, mais j'espère que Blandine est encore connectée et qu'elle pourra nous donner ses commentaires concernant le Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a décrit dans la littérature que je vous ai mis ici en bas de diapositive, au Burkina Faso, les populations fuient les centres de santé parce que, pas seulement parce qu'elles ont éventuellement peur d'attraper le Covid, mais ce sont les agents de santé eux-mêmes qui les envoient, qui les font fuir en leur demandant d'aller se rendre dans les centres dédiés de Covid pour éviter de se faire infecter. Alors qu'en Guinée, le refus d'aller dans les centres de traitement, ça n'est pas que les patients, que les agents refusent de les recevoir, mais c'est que d'eux-mêmes, les patients ne veulent pas se rendre dans les centres de santé de peur d'être enfermés. Donc, si on a un résultat similaire, les logiques sociales qui sont à l'œuvre derrière ces pratiques sont très différentes. Alors, donc évidemment, ce à quoi j'aimerais vous voir arriver, c'est sur la nécessité de repenser la préparation. Se préparer, si je vous ai convaincu, se préparer, nous serons d'accord pour dire que ce n'est pas la reproduction du même. Se préparer, ce n'est pas s'entraîner à refaire la même chose qu'on a fait pendant Ebola, c'est plutôt apprendre de ses erreurs, notamment reconnaître qu'on a raté la mobilisation des communautés et donc il faut faire un vrai travail de renforcer le système de santé communautaire pour mieux gérer les prochaines épidémies. Se préparer, c'est reconnaître que pendant Ebola, le gros déficit qui a été observé, c'est celle d'un déficit de confiance entre la population, le système de santé et les autorités sanitaires. Et donc, comme le disait Mustapha ce matin, ça n'est pas pendant la guerre qu'on se prépare, c'est en temps de paix. Donc, restaurer la confiance entre la population et le système de santé, ça doit se faire avant que l'épidémie sonne à la porte. De même, se préparer, c'est avoir un système de santé solide et homogène, non pas de nier la pyramide sanitaire qui est le principe de base de tout système de santé, mais de travailler à une forme d'égalité de l'accès aux soins entre tous les niveaux du même niveau du système sanitaire. Et c'est peut-être bien se préparer, c'est prendre la mesure de ce qu'est la préparation aujourd'hui et à savoir que la préparation telle qu'elle est pensée et pratiquée aujourd'hui, elle consiste finalement à une forme de machine à fabriquer l'ignorance. Pourquoi ?
Parce que l'utopie technologique, l'espoir dans la technologie, l'espoir dans le fait de pouvoir faire des tests PCR, qui évidemment est tout à fait nécessaire, mais si on se focalise là-dessus, on oublie que faire des tests sans avoir de santé communautaire, faire des tests sans s'appesantir sur le système de santé ordinaire, c'est finalement rater sa cible, ou en tout cas ne la préparedness que sur un petit aspect de la réalité. De même, si la préparation fabrique de l'ignorance, c'est parce que dans ce cadre de la préparation telle qu'elle a existé aujourd'hui en Guinée et qu'on la voit à l'œuvre actuellement dans la gestion du Covid, eh bien cette préparation, elle fait comme si les virus et les contextes étaient toujours les mêmes. Or, chaque virus est différent, chaque contexte est différent, et quand bien même on aurait eu Ebola aujourd'hui, on n'aurait pas eu la même épidémie qu'en 2014-2016 parce que les contextes sont différents. Donc se préparer, c'est prendre la mesure de la nécessité de l'analyse avant l'action, agir vite, mais agir bien en prenant la mesure de l'identité et de la nature même des virus auxquels on est confronté, de même que prendre le temps de l'analyse des contextes, parce que virus et contexte ne se valent pas. Et je vais m'arrêter ici en vous remettant cette photo que j'avais présentée en début de journée, qui est donc cette photo du centre de traitement de Mafereña, qui n'ont même pas pris la peine de changer son nom, alors que partout ailleurs, comme je vous l'avais dit, on a changé les noms comme pour masquer, faire oublier le traumatisme d'Ebola. À Mafereña, le nom n'a pas changé, mais de toute façon, ce centre de santé est vide et non utilisé dans le cadre de la gestion du Covid. Je vous remercie. Alors, je vous propose maintenant de passer à la discussion si vous avez des questions ou des commentaires pendant 20 minutes. Et ensuite, on aura une petite synthèse rapide pour terminer cette journée. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci beaucoup pour cette belle journée. Il y a David Point, il y a je vais continuer. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Très mes félicitations. Merci. Oui. J'ai une question sur le chat pour Frédéric et après on prendra la question. Alors, de Gilles Raguin, officiellement, les pays riches étaient parfaitement prepared. La préparedness est donc un concept un peu théorique, voire faussement rassurant. Du coup, à l'échelon des institutions comme des individus, ne serait-il pas plus pragmatique de développer aussi et surtout une approche de réduction des risques adaptée à chaque histoire plutôt que d'éradication généralement fantasmatique? Oui, merci Gilles. Je ne peux être que d'accord avec ta proposition. J'adhère. Bon, ben voilà. Mais peut-être on peut ajouter qu'effectivement, rappelez-vous, au début de l'épidémie, Yazdan Pana disait sur toutes les antennes, il n'y aura pas d'épidémie en France, nous sommes préparés, le système de santé est prêt, et en fait, on a vu le résultat. Et donc, effectivement, cette réflexion sur la préparedness, elle pourrait apparaître comme une attaque à charge de la préparedness en Guinée, mais en fait, il s'agit bien de mesurer que cette critique ou cette discussion de la préparedness, à partir du terrain guinéen, elle vaut pour la notion même de préparedness à l'échelle mondiale, évidemment. C'était juste pour discuter un peu sur les chiffres, pas trop peut-être tout à l'heure, mais les chiffres sur la Sierra Leone. D'accord, super, merci. Bon, c'est très clair qu'il y a un lien direct entre le testing, c'est tester le nombre de tests réalisés par 100 000 habitants, par exemple, et le nombre de classes. C'est évident, hein, on a bien montré. Il y a quand même un lien quand on travaille les chiffres quand même entre le testing et ce qu'on a appelé la létalité des cas, pas la mortalité générale, etc. Et là, il y a quand même un lien quand on regarde effectivement, on voit quand même que pour la Sierra Leone, la létalité était supérieure à celle de Guinée à Cap, c'est le testing un peu inférieur. D'accord, merci. Mais ouais, super. Merci beaucoup. Non, je suis très heureux que Jean-François soit là et qu'on puisse travailler là-dessus. Je voudrais revenir un peu sur les enjeux
grande puissance. On a vu avec Ebola, on voit encore structurellement que la coopération en termes de développement en Guinée montre aussi le morcellement de la recherche et la dispersion des moyens au profit de la capacité de recherche en Guinée. Tu montres bien qu'on a déjà vu avec Ebola. Et avec Covid, ça s'est un peu revu. Même qu'on a des labos qui sont structurés. Mais avec Ebola, c'était quasiment la communauté internationale qui était venue. Donc, je pense que ce questionnement, quelle perspective, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de mutualisation des moyens, en termes d'organisation de ces différentes puissances pour qu'on mette une cohérence en termes d'intervention et d'efficacité au profit des pays sans des coopération. Merci. Merci. Je vais répondre et puis après, Tidiane, merci et pas merci parce que c'est vraiment la question piège. Si on était dans un monde idéal, je dirais, eh bien, il suffit que le gouvernement guinéen rassemble tous les bailleurs et tous les acteurs internationaux de la recherche, NIH, Institut Gamaleya de Russie et INSERM, et que tout le monde vienne dans une salle et dire « Ah, ben je ne savais pas que tu faisais quelque chose. Ah ben, on va se mettre ensemble et établir un programme d'aide qui serait cohérent et homogène. » Sauf que la présence à la fois d'un État fort qui puisse tenir ce discours-là et qui n'a pas simplement la volonté, c'est-à-dire la capacité de tenir ce discours-là. Parce qu'évidemment, on se rappelle que pendant Ebola, la mise en place de l'essai clinique sur le Ebovac Combi, le vaccin russe, était monnayé contre la participation de la Russie aux activités minières. On sait bien que l'intervention des pays dans un secteur n'est jamais simplement par pur altruisme. Évidemment, on soigne les gens et tout le monde est content de soigner les gens, mais il y a évidemment des enjeux. Quand, par exemple, vous introduisez une technologie de laboratoire dans un pays et que vous formez les gens à un produit, ça veut dire qu'après, quand les gens vont acheter des intrants ou vont devoir renouveler leurs machines, ils vont acheter les machines chez vous. Donc, évidemment, il y a du business. C'est aussi du business. Personne n'est dupe là-dessus. Donc, comment résoudre ça à moins d'avoir un État fort et un État qui a la capacité financière de dire non, je ne veux pas de cette aide, oui, je veux de celle-là. Je pense que la situation est un peu insoluble et ce qui me paraît important pour nous, sciences sociales, c'est de décrire ces réalités en sachant qu'on ne va pas les résoudre. Il y a des inégalités structurelles et un contexte politico-diplomatico-scientifique qui est celui-là, mais en l'identifiant et en le nommant, ça permet quand même d'intervenir et d'agir moins bêtement. Et de façon plus éclairée, et peut-être à ce moment-là, de souligner vraiment les limites du morcellement de l'action et de faire en sorte d'essayer de créer plus de synergie, en reconnaissant un fait qu'on ne va pas faire disparaître la compétition industrielle, scientifique et diplomatique entre les grandes puissances. Ok, merci. Moi, je voudrais savoir sur cette question de préparation. Est-ce qu'un pays peut vraiment se préparer contre une épidémie? Parce qu'on dit que chaque virus, chaque épidémie est spécifique. Non seulement il y a des contextes, mais aucun virus n'est comme un autre. Parce que si on voit même ce qui se passe dans le monde, comment se fait-il que le coronavirus fait autant de ravages dans des pays les plus développés, comme les États-Unis, l'Europe et ailleurs? Là, je pense qu'il y a des études qui avaient été menées et il y avait beaucoup de préparation pour les éventuelles épidémies. Je voudrais savoir vraiment jusqu'à quel niveau alors quel pays peut se préparer contre une éventuelle épidémie. Est-ce que c'est à 100% ou c'est à 80%? Si on peut essayer parce que l'exemple. C'est quand même d'être vraiment prêt à n'importe quel. Alors, tout d'abord, je dirais que personne n'est Karamoko.
on n'est pas capable nous-mêmes de faire les coris ou de deviner quelle épidémie va venir. La seule chose dont on est sûr, c'est que des épidémies, il y en a une aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. Et donc la question que tu poses est tout à fait pertinente, surtout en prenant l'exemple des États-Unis. Parce que qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? On voit une épidémie qui explose avec, mais il faut se souvenir qu'aux États-Unis, faire un test Covid, il faut payer son test. Ça veut dire que la préparation, elle n'est pas nécessairement dans le dispositif technique, mais dans comment fonctionne le système de santé et comment, à un moment donné, le système de santé est capable de répondre de manière homogène et égalitaire et de manière qui soit le plus accessible pour le plus grand nombre pour gérer une épidémie. Et clairement, on voit que le système de santé américain montre ses faiblesses dans son incapacité à répondre aux enjeux de la Covid parce que, en gros, je peux être malade, mais je n'ai pas les moyens de payer mon test Covid ou le coût est trop important à cause de mes revenus. Je ne vais pas faire de test Covid et je reste chez moi. Et comme ça, l'épidémie circule. Donc, l'argument que je ferai, c'est qu'on ne peut pas anticiper une épidémie, effectivement, mais on peut se préparer à répondre à une épidémie en ayant un système de santé capable de faire effectivement des tests, mais aussi en ayant des recos qui soient formés, salariés, qui soient le contraire de ce que tu as décrit, des recos qui soient régulièrement rémunérés, informés, recrutés d'une bonne façon, qu'ils soient légitimes dans leur communauté et que le jour où une épidémie arrive, ils puissent s'emparer et communiquer sur cette épidémie d'une façon qui soit légitime et entendable par le plus grand nombre. Donc la préparation, il me semble qu'elle devrait s'appuyer sur des technologies, bien sûr, mais c'est aussi sur une réflexion globale et holiste qui renforce la capacité ordinaire du système de santé à répondre à une question épidémique. Un exemple, aujourd'hui, parmi les gens qu'on avait invités à cette journée, beaucoup ne sont pas venus parce qu'il se trouve qu'on n'avait pas anticipé ça, mais ils ont organisé une journée sur le vaccin. Il y a 3 jours de réflexion sur la politique vaccinale à l'hôtel Riviera. Et tout le monde est en train maintenant de réfléchir, comme on dit ici, les grands quelqu'un sont tous en train de réfléchir sur comment on va introduire le vaccin en Guinée, le vaccin Covid, alors même qu'à Cancan, il y a une épidémie de fièvre jaune, qu'il y a eu une épidémie de rougeole il n'y a pas longtemps, que le taux de couverture vaccinale de la rougeole est au maximum à 30% en Guinée. Donc, et ce qui témoigne bien du fait que le programme élargi de vaccination n'est pas optimum. Donc, comment imaginer gérer une épidémie de Covid en introduisant un vaccin supplémentaire quand les vaccins les plus ordinaires ne sont pas accessibles au plus grand nombre en Guinée. Très bien. Il y a une dernière question et après je propose qu'on arrête. On termine avec une très légère synthèse. Oui. Moi c'est par rapport au... Fort, Dominique. Oui, il faut parler. Oui, c'est par rapport la comparaison entre l'épidémie en Europe et en Guinée. En Guinée, on voit que le taux de degré de propagation est très faible par rapport à l'Europe. Vous avez étudié beaucoup de facteurs. Est-ce qu'on peut ajouter sur ces facteurs peut-être pour compléter aussi le facteur climat? Parce qu'il y a des virus qui sont très efficaces je ne sais pas si c'est l'efficacité, mais le mot, très virulent en Europe, mais en Afrique, par rapport au climat, à cause du climat, ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'alimentation aussi. Parce que l'alimentation en Occident et l'alimentation en Afrique, les aliments des pays tropicaux, est-ce que ça c'est aussi, c'est pas un facteur qu'il faut aussi explorer pour voir est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a pas quelque chose qui se passe. Ça c'était pour prendre les troisièmement, vous avez parlé bien sûr de l'espace. Bon, et il y a un autre
facteurs. Dans le titre que nous menons, il y en a qui utilisent aussi des produits locaux, puisque on dit souvent que les produits fabriqués en Afrique ne sont pas souvent considérés parce qu'il y a des choses qui manquent pour rentrer dans les critères scientifiques pour mettre un produit. Mais beaucoup utilisent les décoctions, les racines, même en oui, non, c'est la question. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi ces trois facteurs, c'est-à-dire les produits tropicaux, les plantes, les écorces, les fruits, l'alimentation et le climat, dans le titre qu'il est en train de faire. C'est une proposition. Maintenant, au niveau deuxième proposition, aux questions, c'est au niveau de l'utilisation des recours, de tout ce qui était impliqué lors d'Ebola, dans la riposte contre Ebola, mais maintenant qui n'ont pas été engagés dans cette lutte, en Guinée surtout. Moi, je vois, en Guinée, c'est tous les pays du monde qui étaient centrés sur deux petits pays, trois petits pays pauvres. Mais voilà, les travailleurs de fonds comme la France, l'Union européenne, les Américains, tous se sont confrontés à la même situation. Dire que la Guinée, est-ce que les moyens que la Guinée a reçus peuvent aider à impliquer toutes ces personnes-là qu'on avait utilisées lors de ça, c'est... Merci. Alors, sur cette dernière question, très rapidement, en fait, il est clair que l'investissement des bailleurs internationaux est beaucoup moins important que pendant Ebola. Il est présent, mais moins important. Mais pour les récos, la vraie question, c'est quand... Alors, Abdoulaye Touré nous a expliqué ce matin qu'il y avait un programme, ils étaient en train d'essayer de penser à l'intégration des récos dans le système de santé. Je pense que la réponse, elle est là. Ce n'est pas aux bailleurs internationaux de financer les récos. On voit bien les effets que ça a sur la différence de statut. Ça a été présenté par Tidiane. Donc, le jour où les récos seront des travailleurs salariés de la fonction publique travaillant pour le système de santé, il n'y aura plus besoin d'attendre des bailleurs internationaux pour faire travailler les récos. Ça, c'est un. Sur les trois autres questions, l'alimentation, le climat et la thérapeutique traditionnelle, oui, certainement. Je signale qu'il y a un essai, on attend la publication, l'apparition des résultats d'un essai qui a été mené à Donka sur une plante médicinale, une tisane utilisée à Donka. On attend les résultats. Je rappelle néanmoins que pour chaque grande épidémie, ça a été présenté, mais ce n'est pas publié. Mais pour chaque épidémie, l'enjeu de la découverte d'une thérapeutique traditionnelle est toujours quelque chose qui relève d'enjeux politiques et de souveraineté nationale. Le Congo avait trouvé une thérapeutique contre le VIH, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'Afrique du Sud aussi, Credo Mutwa, un guérisseur sud-africain, à un moment donné disait qu'il avait un médicament. Donc, je pense qu'il y a l'intérêt, le vrai intérêt sur l'efficacité de ces thérapeutiques et aussi les enjeux politiques et symboliques de la revendication d'une capacité traditionnelle. Mais ça, je ne suis pas à mesure. Moi, je peux m'intéresser qu'au deuxième aspect. Le premier, je pense que les médecins vont publier. Sur le climat, je rappelle qu'au début, on dit oui, les gens disaient sur le continent africain, on ne sera pas concerné parce qu'il fait trop chaud chez nous. Mais l'épidémie de Covid est apparue en Espagne en plein été, il faisait très chaud et ça ne les a pas empêchés d'avoir la Covid. Et on dit que le virus meurt, je crois, je parle sous contrôle de quelqu'un qui... c'est 50, je crois, c'est 50 degrés ou 60. Donc voilà, il fait très chaud à Conakry, c'est vrai. À Ouaga, il fait encore plus chaud, mais rarement 60 degrés. Quoi. Donc, sur l'alimentation, je pense que c'est une piste sans doute à explorer. Alors sur la température, pardon, il y a la saisonnalité. On sait que les virus, il y a aussi une dimension saisonnière avec la circulation des virus. Mais là, je n'ai pas de réponse directe. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait observer. Je laisse ça aux virologues et aux épidémios. Quant à l'alimentation, c'est pareil. Je pense qu'effectivement, il faut se poser la question. Et j'imagine que des gens plus compétents que moi sont en train de s'intéresser sur ces questions d'un point de vue purement... Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Il nous reste 5 minutes pour être à l'heure et terminer cette journée.
Je vais dire quelques petits mots de conclusion, Frédéric, si tu voudras aussi ajouter. Pour rappel, cette journée consistait en la présentation des résultats préliminaires du projet Ariakov, qui est toujours en cours, qui va durer encore un certain moment. Donc nous allons continuer nos recherches, continuer nos ethnographies sur le terrain et affiner nos résultats, aller vraiment poser sur les bases des présentations qu'on a vues aujourd'hui des questions plus précises. Et nous reviendrons vers vous, nous l'espérons, d'ici quelques mois. On va se laisser un peu de temps, d'ici quelques mois pour présenter des résultats qui seront encore plus avancés, on l'espère. En tout cas, ce sera le cas que cette présentation d'aujourd'hui, à savoir que l'épidémie du Covid en Guinée, à l'heure actuelle, elle est quand même extrêmement variée. Elle a des aspects qui touchent tous les aspects de la vie quotidienne, mais aussi le domaine politique, économique, social, sanitaire, les communautés, les différentes catégories de population. Et c'est pour cela aussi que le principe et l'idée justement du projet Ariakov au CERFIG, c'est d'avoir tout un panel de thématiques que vraiment on souhaite explorer pour essayer d'avoir une vision spécialisée mais aussi globale de l'épidémie de Covid-19 en Guinée. Et je dirais juste un petit dernier mot avant de laisser la parole à Frédéric pour conclure. Tout simplement de remercier les gens qui sont venus en présentiel et qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin, les gens qui sont à distance et qui ont eu aussi le courage de rester jusqu'à la fin, mais même ceux qui ont assisté à certaines parties des présentations, et tous les présentateurs qui ont fait un travail vraiment exceptionnel, je vais dire, aujourd'hui. Et je tiens aussi vraiment à remercier toute l'équipe du CERFIG, du RAE, de Sonar Global, qui nous a aidés à organiser ce séminaire en ligne et en présentiel, et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je laisse la parole. Oui, moi, pour dire que c'est une journée très enrichissante, parce que les échanges qu'on a eu, les questions qui sont venues arracher la réflexion, vont nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin, puisque des questions très pertinentes sur lesquelles même notre propre recherche n'avait pas lancé. Je pense que ça nous permettrait d'approfondir certains aspects et d'intégrer des éléments qu'on n'avait pas. C'est ça qui est intéressant en termes de recherche. Donc, cette journée, elle est très, très intéressante. Beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Et je pense qu'ils nous permettront vraiment d'approfondir nos recherches sur le terrain en tentant de trouver des réponses à toutes ces questions. Frédéric, je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Oui, si je suis en train de lire les posts qui ont été partagés, à mon tour aussi de remercier tout le monde, de féliciter l'engagement aussi bien du public qui a écouté, de la qualité de vos remarques et de vos discussions, et évidemment toute l'équipe d'Ariakov et Fanny et Marie-Vonne qui ne pouvait pas être là mais qui nous a suivis en ligne. Merci à tous. Encore une fois, nous, on continue le travail. On est disponible. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. Et on sera toujours disponible pour échanger et partager nos résultats avec vous. On a terminé 4, 5, 6 rapports spécifiques sur Forêt-Caria, Kindia, Mamou, qui sont on est en train de finaliser. Et Conakry, 6 rapports qu'on est en train de mettre en page et qui seront disponibles sur le site du CERFIG. Et la journée qui a été donc rendue possible techniquement grâce au RAE et à Ariakov sera téléchargeable sur le site du CERFIG. L'intégralité de la journée sera en vidéo téléchargeable sur le site du CERFIG. Je vous remercie infiniment et voilà, comme on dit en Guinée, on tanara. Nous sommes ensemble.